Alors, bon, on n'a pas préparé grand-chose, mais je sais que voilà, vous êtes sur le salon, arrivé depuis ce matin. Voilà, alors, ce que vous avez vu vous fait plaisir là aujourd'hui, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Nicolas Dufourcq, Thomas Courbe et Alexandre Sobo. Un salon qui était déjà bien rempli, des visiteurs qui sont là malgré voilà, la journée. C'est déjà très enthousiasmant et très motivant, on va dire, de démarrer la journée comme ça, non? Oui, bien sûr. Bah, heureusement, dans un pays et dans un territoire qui est le premier territoire industriel de France, on arrive à faire un salon où on voit beaucoup de gens qui restent motivés. Mais ce que j'ai entendu m'amène à faire peut-être des commentaires qui élargissent un peu le débat, si vous permettez. Et je vais venir après à France 2030, qui est l'objet un peu de ma présence ici. Ce que nous vivons, c'est une métamorphose de société. Une métamorphose de société, c'est-à-dire qu'on en a déjà connu une. On l'a appelée dans les livres d'histoire la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on est passé d'une forme d'énergie qui à l'époque était humaine et animale à une forme d'énergie qu'aujourd'hui on appelle fossile. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a eu énormément de résistance à cette métamorphose de société d'alors, puisqu'on était de tradition agricole et artisanale, et on a basculé dans un monde où s'est inventé par exemple le mot usine. On n'utilisait pas le mot usine avant la révolution industrielle. On parlait d'atelier, de manufacture, mais on ne parlait pas spécifiquement du mot usine. Il n'y avait pas ce format-là, il n'existait pas. Il n'existait pas. Et c'est-à-dire l'usine s'interprétait plus comme le lieu de travail que l'endroit où on fabriquait. Et donc ça a été ça veut dire que quand on a un changement d'énergie dans une société, eh ben on a un changement de société. Et là, on a un changement d'énergie, c'est la fée électricité, c'est qu'on bascule vers une électrification du monde. L'électricité ayant deux avantages, elle apporte la même puissance que la puissance thermique, c'est-à-dire que c'est une énergie de puissance, mais c'est aussi une énergie d'intelligence. Parce qu'elle permet également l'éclosion du numérique. Et donc, c'est presque une énergie qui nous fait changer de dimension, parce qu'elle a ces deux aspects, puissance et intelligence. Et donc, on peut s'attendre que dans les 20, 30, 40 prochaines années, on ait véritablement un changement de société fondamental. C'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions sur les jeunes, comment les attirer les jeunes, ils ne sont pas les mêmes qu'avant, ils n'ont pas le même rapport au travail. Non. Ils sont en train de construire leur propre société, tout comme probablement les jeunes de 1830, ceux qui ont fait un certain nombre de révolutions, qui ont même transformé l'essence même de ce qui était la structure politique d'alors, puisqu'on est passé de la monarchie même constitutionnelle à la République. Ben, ces jeunes-là veulent construire un autre type de société. Et nous, on doit l'écouter, ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans chacune de ces grandes transitions, je dis la bonne nouvelle pour moi, c'est que l'intervention de l'État a été décisive. Au moment de la révolution industrielle, ça a été des concessions qui ont été données, à la fois sur notre territoire métropolitain, également sur l'outre-mer. Ça a été des commandes d'État, où on a construit, ici dans notre territoire, la rue de la République. C'est pas construite juste parce qu'on a décidé, parce qu'il y a eu un mélange entre l'État, les territoires et l'investissement privé, dans des accès volontaristes pour dire on va changer les choses. Et si on a toutes ces balises sur tous nos territoires d'usines absolument incroyables, de monuments dédiés à l'industrie, c'est parce qu'à des moments donnés, il y a eu à la fois des industriels et l'État qui ont travaillé ensemble. D'où France 2030. Je pense que la vision du président de la République exprimée le 21 octobre 2021, ça a été de dire si on ne met pas un coup d'accélérateur sur l'innovation, pour que cette bascule de métamorphose soit, dans notre pays, plus rapide qu'elle n'a été jusqu'à maintenant, ne serait-ce que pour rattraper, comme le disait tout à l'heure Nicolas Dufourcq, la compétition qui nous entoure, chinoise, indienne, américaine évidemment. Si on ne met pas un coup d'accélérateur, si on laisse faire les choses, en d'autres termes, on aura trois conséquences. La première, c'est que les incroyables talents dont tout le monde parle à cette table depuis tout à l'heure, 25% partent en général à l'étranger. 25%. Ça veut dire qu'on est à des taux de talents de chercheurs et d'ingénieurs dans certaines spécialités où clairement
on les forme et ils sont drainés par la Suisse, modèle de Nicolas Dufour, que je conteste parce qu'il n'y a pas que la fondue dans la vie, mais c'est une plaisanterie entre nous, vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers l'Italie, qui eux sont en autre phase d'accélération industrielle, mais n'ont toujours pas les talents. Donc moi je pense qu'une de nos grandes richesses, c'est quand même de continuer à être un pays formateur de talents. Il faut qu'on reste là-dessus à fond. Ça c'est la première conséquence, c'est qu'on est obligé de se mettre au pas. Le deuxième, c'est que l'innovation, c'est tout de suite maintenant, et même c'est déjà hier. Ça veut dire que plus on retarde, plus on procrastine sur l'innovation, plus on a un différentiel avec notre concurrence. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, nous soutenons en France 2030 soutient les ordinateurs quantiques. Personne ne sait à quoi ça sert. Personne ne sait à quoi ça sert. Mais tout le monde est persuadé que ça va servir à quelque chose. Eh bien, la bonne méthode, c'est de dire on soutient les ordinateurs quantiques parce que, comme les Américains le font, les Anglais le font, les Allemands le font, si on se laisse dépasser sur ces technologies, ben le jour où ça, effectivement, ça va venir atterrir pour faire des calculs plus complexes dans une société qui est plus complexe, surtout pour notamment des calculs météo et de décarbonation, eh bien, on ne doit pas décrocher. Ça, c'est le deuxième truc. Et la troisième, c'est que cette imagination nous permet de créer vraiment des ruptures de marché. Ce ne sont pas les grandes compagnies maritimes transatlantiques qui ont créé les grandes compagnies aériennes. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé par survoler des champs, puis des rivières, puis la Manche, avec des machins en bois qui tournaient avec des hélices carrées, et bien qu'on a pu finalement découvrir qu'il y a eu une redistribution industrielle. C'est pour ça que la France, on a une opportunité incroyable, c'est que cette espèce de désert d'inconscient qu'on a eu pendant les 40 dernières années nous donne une opportunité extraordinaire, c'est justement par l'innovation de créer des ruptures dans lesquelles on va redevenir, c'est tout le plan de 2030, de France 2030, de redevenir des champions. Donc voilà pourquoi ce plan est orienté d'une façon assez radicale, je dois le dire, sur l'innovation et pas sur le capacitaire, pas sur le bâtimentaire, pas sur l'infrastructure, c'est-à-dire en gros pas sur ce qui marche déjà et qu'il faut amplifier, mais au contraire ce qui est en rupture et qu'il faut vraiment révéler et accélérer. Un levier. Et donc, est-ce que vous avez déterminé des secteurs particulièrement tendance? Là, on a parlé tout à l'heure des batteries, de l'hydrogène. Il y a des secteurs, là vous parlez de l'ordinateur quantique, l'informatique quantique. Quels sont les secteurs clairement identifiés pour vous qu'il va falloir justement irriguer avec de l'innovation pour faire les champions de demain? Alors, dans la feuille de route qui m'a été confiée en 2021, on n'a pas défini des secteurs, on a fait mieux que ça, on a défini des objets. 2 millions de véhicules électriques à fabriquer en France d'ici 2030. Trouver des solutions pour qu'un avion bas carbone décolle d'ici 2030. Fabriquer 20 biomédicaments, c'est-à-dire fabriquer des médicaments non pas par des méthodes chimiques, mais par des méthodes biologiques d'ici 2030, etc., etc. Je vous invite à aller voir le site de France 2030 parce que je les connais tous, mais si je fais ça, on aura terminé notre entretien au bout de la route. Pourquoi c'est important de travailler par objet? Parce que d'abord, l'objet, ça parle aux concitoyens et on voit bien qu'on met de l'argent pour quelque chose. On ne soutient pas théoriquement des secteurs, on ne fait pas du clientélisme d'innovation. On a des objets. Parce que derrière tous ces objets très complexes, il y a des chaînes très complexes. Je vous donne un exemple. Si on parle d'un avion bas carbone, on parle évidemment d'énergie de cet avion. Est-ce qu'elle va être électrique? Est-ce qu'elle va être sur la biomasse? Est-ce qu'elle va être un combiné des deux? On va parler de matériaux. Quel type de matériaux? Avec les complexités qu'on peut trouver aujourd'hui dans les matériaux composites ou autres. On va parler forcément de motorisation, avec des optimisations de motorisation, etc., etc. Donc ça veut dire qu'à chaque objet que nous avons défini, on a une réflexion profonde sur toute la chaîne. Et ça, c'est intéressant au niveau industriel. Parce que quand vous êtes dans l'objet industriel, quel qu'il soit, on se pose souvent juste la question de la fin. Je donne un exemple. Nous allons construire 6 EPR. Ce n'est pas le budget de France 2030, hein, mais je vous explique la démarche. Parce que nous, France 2030, nous finançons les petits réacteurs nucléaires, c'est-à-dire la prochaine génération. Les réacteurs nucléaires qui vont tenir sur votre estrade. Quand on déclenche la réflexion sur un EPR, c'est 10 000 personnes qui travaillent pendant 10 ans sur le même site, à peu près
4000 métiers différents, qui vont de soudeur à postdoc en atomique. C'est-à-dire que quand vous déclenchez un grand projet industriel, vous avez une avalanche de métiers qui suivent. Et non seulement ça, mais vous avez toute la périphérie du projet qui suit aussi. 10 000 personnes pendant 10 ans, ça veut dire que vous installez un véritable village avec des familles, avec des enfants, avec des problématiques d'école, des problématiques de formation. Donc ça veut dire qu'il va falloir également les nourrir. Donc une réflexion sur comment, si on reste dans la logique de la décarbonation, comment on va avoir une réflexion globale sur les cantines, par les soigner, réflexion sur les médecins, les hôpitaux. Donc ça veut dire que tout grand projet industriel est un réveil. Et ça, on ne le dit pas assez, parce que souvent, on voit ça comme une boîte. On dit, tiens, il y a une... D'ailleurs, on dit souvent, une usine, c'est une boîte. Oui. Tiens, il y a une boîte là, ça va créer combien d'emplois? Le sujet, ce n'est pas combien d'emplois ça va créer. Je rejoins Madame Beaune là-dessus. C'est quel impact ça va avoir sur l'intégralité du paysage qu'elle peut transformer à son échelle. Ça peut être des projets à 200 personnes, ça peut être des projets à 10 000 personnes, mais à chaque fois, il y a un impact. Et c'est ça la beauté aussi de l'approche de cette nouvelle industrie qu'on a, c'est de dire, finalement, c'est sympa de créer. Moi, j'en ai créé plein, hein, des boîtes avec une table Ikea, un ordinateur et un geek derrière qui fait des jeux vidéo. Je connais par cœur. Mais en termes d'impact par rapport à la complexité de monter un outil industriel, on n'est quand même pas dans la même cour. Et c'est pour ça que moi, je n'oppose pas French Tech et industrie. Je le dis au contraire, et j'ai entendu ce qu'a dit Nicolas Dufourcq tout à l'heure. Le coq, il sera ni bleu, ni vert, ni rouge. Il sera probablement un mélange de tout ça, parce que dans la réalité, on fait travailler dans un projet industriel énormément de compétences, et évidemment maintenant, la question de la décarbonation qui devient prégnante, et qui fait d'ailleurs partie totalement des soutiens de France 2030 en termes de conditionnalité. Nous avons deux conditions les plus importantes. La première, c'est 50% des projets que nous soutenons doivent avoir une réduction de l'empreinte carbone dans les process que nous soutenons, quels qu'ils soient, et 100% évidemment ne doivent pas l'empirer. Et le deuxième, c'est que 50% de ces budgets doivent bénéficier justement aux acteurs émergents, c'est-à-dire PME, ETI, petites structures. D'ailleurs, j'en profite pour dire, nous n'avons pas assez de candidats, il y a une autocensure, je manque aujourd'hui de dossiers, donc n'hésitez pas, si vous avez des innovations, proposez-les. Excellent, alors ça c'est une bonne nouvelle. On savait qu'on manquait de talent dans les industries, mais si vous manquez de dossiers aussi pour France 2030, on va relayer ce lien-là entre le coq bleu, le coq rouge et le coq vert. La French Tech dont parlait tout à l'heure Nicolas Dufourcq, effectivement, de rapprocher cet écosystème numérique qui a été quand même très dynamique les dernières années. On en a parlé beaucoup, ça a été très tendance, et puis maintenant c'est relayé aussi par la French Fab. Il faut maintenir ce tissu-là French Tech, avec notamment cette labellisation des villes, avec, en leur donnant une couleur, une direction industrielle. C'est vrai que si on se dit, tiens, si on arrive à rapprocher ce premier maillage avec la French Fab derrière, il y a moyen d'avoir vraiment une dynamique très très forte, si on les, comme vous évoquez, si on les lance sur, tiens, un produit, que ça soit sur la santé, que ça soit sur la mobilité, il y a moyen d'avoir des très beaux succès. C'est une façon de travailler. Et je crois que ça peut être une direction. Dans l'ADN de ces nouvelles entreprises industrielles, dans l'ADN de tous les projets d'innovation industrielle, il y a le numérique. Bien Donc, sûr. Moi, je pense que je ne me pose même plus la question. Bien évidemment. En fait, je suis dans une logique où le numérique est, je parlais tout à l'heure de cette nouvelle énergie, à la base de tous ces nouveaux produits, il y a l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, je vous l'ai expliqué, c'est puissance et intelligence. Donc de toute façon, ça doit être totalement intégré dans les logiques de projet. Mais votre question est intéressante parce qu'elle montre encore, c'est ça que je parlais tout à l'heure, que le coq, il est ni rouge, ni vert, ni bleu, ni jaune, ni blanc, ni ce que vous voulez. C'est attention de ne pas tomber dans une espèce de communautarisme de savoir. C'est-à-dire que je crois que la vraie piste, je vous cite un exemple parce que c'est un bel exemple, ST Microélectronique. Oui. Énorme projet à Crolles, énorme projet de faire ce qu'on appelle une fonderie de microprocesseurs, sur lequel je pense qu'il y a eu un travail entre le public et le privé, entre l'État
et les investisseurs, et l'Europe d'ailleurs, qu'on oublie un peu, qui a été absolument exceptionnel. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va fabriquer des objets qui vont permettre d'amener de l'intelligence dans des machines, des automobiles, des machines-outils, des fusées, que sais-je. Et je pense qu'on voit bien que, en tant que pays souverain, on ne peut pas rater un morceau de la chaîne. Donc ça veut dire que pour faire de la French Tech, jusqu'à maintenant, à 95%, on utilise des chips qui viennent de Taïwan ou d'Amérique. Pour faire de la French Tech demain, il faut qu'on utilise des chips qui sont fabriqués en France. Oui. Il en va de notre souveraineté. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de chaîne logique où on dit, attention, on doit avoir conscience, alors je vais même encore plus loin, pour fabriquer ces produits-là, on va tous avoir un problème de matière, de matériaux, comme on dit. Donc les idées effectivement, de circularité sont importantes. Elles ne peuvent pas être les seules. Hein. On peut probablement aller loin dans la réutilisation et dans le recyclage, mais on sait que ça ne sera pas la seule, ça sera pas 100%. Comme Lavoisier, hein, on ne peut pas tout transformer, c'est pas magique. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ces préoccupations qui sont dans France 2030 de trouver des alternatives de matériaux. Comment est-ce qu'on va faire pour, alors soit des alternatives parce qu'on en a dans notre territoire, je pense à des projets lithium par exemple dans l'Allier, soit des alternatives parce qu'on va changer de matériaux et on va faire des chimies d'autres matériaux. Aujourd'hui, on travaille beaucoup par exemple sur des matériaux biologiques je parlais tout à l'heure de la bioproduction, pour produire à partir du vivant, c'est-à-dire de bactéries, des choses qu'avant on produisait à partir de la chimie. Intéressant. Voilà des pistes d'innovation intéressantes. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est que finalement, la basse-cour de cette innovation sous toutes ses couleurs, elle fait partie de cette diversité nécessaire à rendre de la souveraineté à notre pays. Et c'est pour ça que ça s'appelle France 2030, à la fois parce que c'est un objectif de futur, et à la fois parce que c'est véritablement une priorité de cette souveraineté que nous devons conserver et sur laquelle il faut vraiment que... Il y a presque une mission nationale. Tout à l'heure, Nicolas parlait des drapeaux... en disant avant, l'industrie a levé le drapeau blanc, puis elle a le drapeau bleu aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle ait le drapeau bleu, blanc, rouge. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on se dise, finalement, on est fiers de ces usines, on est fiers de ces idées, de ces innovations, pour qu'on puisse effectivement repartir sur des marchés différents avec des innovations de rupture, ce qui est quand même l'objectif. Hein. Je crois que c'est assez critique. Bien. Alors on le voit, cette mission 2030, c'est un superbe challenge. Le mot de la fin, il nous reste 1 minute justement sur, sur comment le message que vous passez sur France 2030 pour terminer. Écoutez, en conclusion. Je vais passer un message qui va peut-être vous surprendre, c'est que n'oublions quand même pas qu'à 2 heures de vol d'ici, il y a une guerre. Oui. Et que nul ici n'en connaît l'issue. Tous ici la subissent. On l'a subi à travers un bouleversement de distribution d'énergie, distribution alimentaire, évidemment une douleur compassionnelle avec des gens qu'on tue et des gens qui sont dans des situations terribles. Si j'en parle, c'est pour vous montrer la fragilité des sociétés. C'est que finalement, on a vécu ensemble collectivement le Covid, et en sortant du Covid, on s'est dit, bon, là, c'est bon, on a eu la dose, on a compris, on va reconstruire sur de nouvelles bases, et on voit bien qu'à 2 heures d'ici, il y a un truc qui redistribue physiquement un pays, c'est-à-dire qu'il le met complètement à plat. En tout cas, certaines parties de ce pays sont totalement rasées et vont être construites, tout comme probablement nos grands-parents ou nos parents ont connu ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en disant c'est une opportunité de se construire. Si j'en parle, c'est pour vous expliquer que c'est pour ça qu'on a un devoir d'oublier une forme de naïveté ou une forme en tout cas d'insouciance, de se dire que de toute façon on trouvera toujours une solution. Non seulement on voit bien que sur le plan industriel on a besoin de regagner de la souveraineté pour justement être relativement autonome, et également, et là c'est un message plus aux jeunes, on a besoin d'être sûr que nos jeunes vont
aller intégrer des entreprises. Donc il faut leur proposer des solutions, des entreprises sur notre territoire, parce qu'il est possible qu'on soit dans un jour dans des situations où on n'aura pas d'autre solution que de travailler sur notre territoire. Voilà. Donc en tout cas, sachez que France 2030 est derrière vous et encore une fois, pas assez de dossiers d'innovation, donc n'hésitez pas. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Bonnel. Et puis, ben voilà, on vous accompagne sur la route de 2030. Merci à toutes et à tous. Je rends l'antenne au studio GI Channel, probablement. Et puis, bien sûr, la journée continue. Basson plein. Et je vois Guy qui est là. Tout va bien. Voilà. On aura les awards tout à l'heure à 17h. Hein. À 17h, on aura sur cette même scène les awards. On vous invite à nous rejoindre tout à l'heure. Excellent après-midi à toutes et à tous.